Confrontation générale au palais de justice de Paris des témoins du drame, 9 mois après l'accident de Diana, en présence de la mère de la princesse et de Mohamed Al Fayed. Perturbation autour des aéroports de Roissy avec la grève des bagagistes. Les négociations à Air France vont reprendre. On s'oriente, dit-on, vers la sortie du conflit. En revanche, grève à la SNCF, surtout en province. La catastrophe ferroviaire en Allemagne, le bilan s'alourdit, 96 morts, plus de 40 blessés, en cause une roue défectueuse. Les Allemands aujourd'hui reprennent ces trains à grande vitesse. L'échec, la déception à Roland-Garros, adios Pioline, en 3-7, le Français s'est fait sortir par l'Espagnol Correja. Et puis à Bercy, ce soir et demain, Imuvrini, ce groupe corse que l'on n'a pas vu sur scène depuis près de 2 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous propose tout de suite d'ouvrir ce journal avec le dernier match de préparation de l'équipe de France avant le mondial. À l'évidence, l'équipe choisie par Aimé Jacquet n'est pas performante, même si les tricolores ont marqué en fin de partie. Alexandre Cara. Pour s'entraîner à chanter en chœur la Marseillaise, les Bleus de France n'ont plus qu'une semaine. Pas facile, il faut dire, de se mettre au diapason sur un hymne à la sauce finlandaise. Fausse note également sur le terrain, puisqu'en première mi-temps, ce sont bien les Finlandais qui se montrent les plus dangereux. Si historiquement les Finlandais n'ont jamais battu les Français, pas question de sous-estimer un adversaire qui a tenu en échec l'Allemagne 0-0 il y a 10 jours à peine. À la mi-temps, les interrogations offensives d'Aimé Jacquet restent sans réponse, alors que sur la pelouse du stade olympique d'Helsinki, le match prend une tournure bien peu amicale. En deuxième mi-temps, les Bleus semblent toujours aussi peu motivés, à l'image de Christophe Dugarry, qui rate l'inratable. Encore une fois, ce sont les Finlandais qui se montrent les plus dangereux. Pour les Bleus, le salut vient de la relève. David Trezeguet, le monégasque, en inscrivant le but libérateur à 5 minutes de la fin du match, a peut-être conquis ses galons de titulaire. Il n'en reste pas moins qu'à une semaine du premier match des Bleus face à l'Afrique du Sud, les Français ont une fois de plus sauvé la mise in extremis, sans vraiment convaincre. Je vous le disais en titre, depuis ce matin, au palais de justice de Paris, la confrontation des témoins du drame 9 mois après la mort de la princesse Diana. Le juge devrait déterminer quelle fut notamment l'attitude après l'accident et la part de responsabilité des photographes présents sur les lieux. Une journée marquée par la présence de la mère de Diana et de Mohamed Al Fayed. Valérie Hermite, Pascal Caron. Difficile de rater Mohamed Al Fayed lorsqu'il est à Paris. Une horde de gardes du corps, 3 voitures luxueuses et des membres de sa sécurité qui filment les journalistes. Plus que d'habitude encore, le milliardaire égyptien avait décidé de ne pas passer inaperçu, allant même jusqu'à parler devant les caméras. Il y a tellement de preuves, d'éléments différents, que j'espère que le juge parviendra à dire lesquels sont justes, afin de reconstituer ce qui s'est passé. Mais c'est à l'intérieur du palais qu'il s'est le plus exprimé. Les photographes, si je n'étais pas devant un tribunal, je les pondrais, dit-il tout en souriant. Plus incisif encore, il parle de la mère de Diana. Je suis une personne ordinaire, vous comprenez, de la classe des travailleurs. Elle se prend pour la reine de Shaba, alors elle ne me parle pas. La mère de Diana n'a pas entendu ses propos. C'est la première fois qu'elle venait à Paris dans le cadre de cette instruction, tout comme les parents d'Henri Paul, le chauffeur de la Mercedes. Tous sont venus pour écouter les photographes confrontés aux témoins de l'accident, comme ce médecin par exemple, qui a prodigué les premiers soins à Diana. Certains témoins disent, on leur a dit de ne pas prendre de photos. Encore une fois, c'est une appréciation morale sur le comportement des photographes et absolument pas une incrimination pénale. On reproche à ces gens une non-assistance à personne en danger et à la limite un homicide involontaire. Alors qu'on sait parfaitement, et on le sait depuis le surlendemain de l'accident, que les causes de cet accident ne sont rien d'autre que l'état d'ivresse du chauffeur et la conduite excessive du véhicule. Alors on chemine pas beaucoup, ça c'est vrai. Témoins, partie civile ou photographes, chacun a campé sur ses positions. La confrontation s'est terminée sans apporter d'éléments nouveaux. Le trafic SNCF a été inégalement perturbé aujourd'hui par la grève des contrôleurs. L'Île-de-France a été relativement épargnée. En province, en revanche, les lignes régionales et nationales ont été pénalisées. L'exemple à Toulouse avec Christophe Larocca et Sébastien Battel. Les voyageurs du petit matin ont été les premiers surpris. 2 TGV sur 3 en gare de Toulouse pour un jour de grève, c'était inespéré.
Aujourd'hui en France, près de 75% des trains à grande vitesse ont circulé normalement, ce qui expliquait peut-être l'inhabituelle bonne humeur des usagers. J'ai pris mon billet l'autre jour et je prends mon train ce matin sans problème. Donc pour vous, ça se passe plutôt bien ce matin? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, j'avais plus de difficultés encore à prendre l'avion, alors je pars à Paris en train. Pourtant, la situation n'a pas tardé à se gâter. Un train sur 4 sur les grandes lignes, il fallait être chanceux, mais certains ont toutes les chances pour pouvoir quitter le quai. C'était pire encore sur le réseau régional, aucun train, seul un aller-retour en autobus par destination, de quoi prendre son mal en patience. Ça fait presque 2 heures que j'attends et je dois encore attendre 1h30. Et alors, comment ça se passe? Eh ben, je m'occupe, comme j'ai les examens bientôt, j'en profite pour travailler. Face à la gêne occasionnée, les contrôleurs qui réclament 900 francs de salaire en plus, une augmentation des effectifs et plus de sécurité, refusent de se faire taxer d'opportunisme anti-Coupe du Monde. Ça fait 1 an que les problèmes auraient pu être réglés. Les problèmes existent, donc les contrôleurs agissent aujourd'hui. Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde, ils agissent et ils agiront probablement après la Coupe du Monde si les problèmes ne sont pas réglés. Ce soir, les contrôleurs toulousains, tout comme leurs collègues de Clermont-Ferrand et de Champagne-Ardenne, ont voté la poursuite de la grève jusqu'à samedi minuit ou dimanche matin. Partout ailleurs, la situation devrait revenir à la normale dès demain midi. Oui, on vous le disait, le trafic devrait être encore perturbé demain, surtout en province et notamment dans la région du Sud-Est, puisque la grève a été reconduite. Grève à Air France avec pour le 4e jour consécutif et de façon presque rituelle. Maintenant, la reprise des négociations. Elle devrait démarrer dans un peu moins d'1 heure. Apparemment, les syndicats continuent de souffler le chaud et le froid, Laurent Bailly. Oui, les syndicats soufflent le chaud et le froid. On peut dire que ce soir, c'est la confusion ici à Roissy au siège d'Air France parce que ça varie tout le temps, d'un jour à l'autre, voire d'1 heure à l'autre, un pas en avant, un pas en arrière. On pensait la nuit dernière que, au cours des négociations très longues qui se sont tenues, eh bien, la direction et les pilotes avaient réussi au moins à se mettre d'accord sur le principe d'une grille de salaire unique, mais aussi sur le troc, vous savez, cet échange baisse de salaire contre action d'Air France. Eh bien, ce soir, certains pilotes disent que tout est à reprendre à zéro. Alors la direction, elle, se veut plus rassurante. Elle dit que tous les éléments sont désormais ce soir sur la table pour une sortie de crise favorable et rapide. Mais il serait bien hasardeux à l'heure où on se parle, c'est-à-dire un petit peu 1 heure avant la reprise des négociations, eh bien hasardeux de prédire une issue favorable à ces nouvelles négociations qui s'annoncent très longues et peut-être tendues, peut-être plus tendues que la nuit dernière, Béatrice. Merci. La pagaille aux alentours de l'aérogare Roissy-Charles de Gaulle aujourd'hui. Au mouvement des pilotes d'Air France s'ajoutent les manifestations des bagagistes en grève, des chauffeurs de taxi qui menaient une opération escargot. Résultat de vastes embouteillages pour accéder à l'aéroport. Les passagers découragés ont fini leur chemin à pied. On devait s'y attendre, les taux du livret A baissent d'un demi-point. La rumeur avait certes été démentie il y a quelques jours. Aujourd'hui, Jean-Claude Guessot a annoncé plusieurs mesures concernant les plans d'épargne logement que nous détaille Jean-Paul Chapelle. Le taux du livret A va baisser d'un demi-point, la rémunération passera de 3,5 à 3%. Même diminution pour le Codévi. Le plan d'épargne logement va voir son taux baisser de 4,25 à 4%. Cela ne concerne que les PEL ouverts à partir de mardi prochain. Les épargnants actuellement détenteurs d'un plan conservent l'ancienne rémunération. Même chose pour le compte épargne logement. En revanche, le gouvernement ne touche pas au livret d'épargne populaire, 4,75%. Réservé à 7 millions de ménages qui payent moins de 4 000 francs d'impôts. Le livret jeune, quant à lui, n'aura plus de taux garanti. Il était jusqu'à présent fixé à 4,75%. Cette baisse des taux réglementés s'explique par la baisse générale des taux d'intérêt du marché. Symbole de l'épargne populaire, le livret A représente un encours de 700 milliards de francs qui sert à financer la construction des logements HLM. La baisse des taux devrait rendre moins cher le logement social. Même à 3%, le rendement du livret A reste avantageux, très supérieur à l'inflation, 1,2%. Totalement exonérés d'impôts, les sommes versées peuvent atteindre 100 000 francs et sont entièrement disponibles. Lionel Jospin promet un second souffle pour les zones d'éducation prioritaire, un thème qui tient à cœur parents, élèves et enseignants de ces communes trop souvent confrontées à l'échec scolaire et aux difficultés d'enseigner. Le Premier ministre a été accueilli à Rouen sous les huées de quelques centaines d'enseignants et de salariés d'entreprises en difficulté. Nathalie Moisan, Vincent Bouffartigue.
Une arrivée sifflée au milieu d'un comité d'accueil hétéroclite. Enseignants, sans-papiers, salariés en grève de la région de Rouen. Mais le Premier ministre n'était pas venu pour eux, plutôt pour soutenir Ségolène Royal dans son action en faveur des zones d'éducation prioritaire. Une action déclinée en 10 mesures, entre autres l'éducation à la citoyenneté, la maîtrise de la langue, le renforcement des relations parents-école. La scolarisation à 2 ans sera encouragée et des réseaux d'éducation prioritaire créés. Il y aura des moyens supplémentaires axés sur un pilotage de proximité. Chaque collège va mettre en place son contrat de réussite par rapport à l'amélioration des résultats scolaires des élèves. Des mesures, mais avec quels moyens? Là, Lionel Jospin est resté plutôt flou. Seule certitude, l'éducation nationale reste une priorité gouvernementale. C'est déjà indiqué que l'éducation nationale faisait partie des budgets qui bénéficieront d'une priorité dans le cadre du projet de loi de finances 1999. La traduction concrète de cette priorité permettra aux académies les plus en difficulté de rattraper leur retard. Mais à l'extérieur, le principal syndicat enseignant crie déjà sa déception. Il n'y a rien de très concret de dit ni par Mme Ségolène Royal, ni par le Premier ministre. Donc les problèmes vont rester en l'état. Et la Fédération syndicale unitaire appelle ses troupes à de nouvelles actions. Un blocage des routes le 18 juin et pourquoi pas une grève le jour de la rentrée en septembre. Jacques Chirac à Soissons, lors d'un déjeuner de travail consacré à la lutte contre la toxicomanie, il s'est déclaré personnellement contre la libéralisation de la drogue. Le président de la République a ajouté qu'il fallait être beaucoup plus répressif qu'aujourd'hui à l'égard des dealers. Un nouveau sondage à paraître demain dans le Figaro Magazine. Jacques Chirac perd 3 points par rapport au mois dernier avec 45% des Français qui lui font confiance. En revanche, la cote de Lionel Jospin gagne 2 points avec 62% d'opinion positive, indication d'un sondage Sofres. À Tours, dans l'enceinte même de l'hôpital, une bombe américaine datant de la Seconde Guerre mondiale et pesant plus de 250 kilos a été découverte en état de fonctionnement sur un chantier situé tout près du centre de transfusion sanguine. Un périmètre de sécurité a été installé, mais d'ores et déjà on peut affirmer que l'activité de l'un des plus gros hôpitaux de France ne sera pas trop perturbée. Olivier Caroff, Jean-Louis Quérec. Au cœur de l'un des plus importants hôpitaux de France, 200 kilos d'explosifs sommeillent depuis plus d'un demi-siècle. La découverte remonte à hier après-midi dans une zone en travaux. Une pelleteuse a mis au jour une bombe larguée durant la Seconde Guerre mondiale. Un modèle américain que les spécialistes du déminage savent parfaitement désamorcer. Cette bombe, ils la connaissent très bien. On en retire plusieurs exemplaires chaque année. Pour vous situer un petit peu le nombre de bombes qui sont extraites par an, c'est une trentaine. Des démineurs confiants et un hôpital qui pousse un grand ouf de soulagement. Avec 1500 lits et des malades intransportables, une évacuation totale aurait posé d'énormes problèmes. Finalement, seule la quarantaine de patients soignés en psychiatrie a dû quitter son pavillon. Dans les autres services, on attend tranquillement le désamorçage prévu pour demain matin. Demain c'est samedi, donc de toute façon c'est effectif minimum, on est sur les urgences, les patients qui restent hospitalisés c'est les patients qui doivent être vraiment hospitalisés, enfin il n'y a pas d'hospitalisation programmée pour le week-end, donc non il n'y a pas de perturbation, c'est un week-end normal pour nous, rien n'est changé. Oui, alors on parle d'un service de psychiatrie. Un peu plus inquiet, lui, Bernard Kouchner est venu vérifier en personne le dispositif. Pour le ministre de la Santé, il s'agissait surtout de savoir si la décision de perturber le moins possible la vie de l'hôpital était la bonne. Alors que les officiers de la police judiciaire poursuivent une grève du zèle depuis 3 mois, Jean-Pierre Chevènement a reçu les syndicats de policiers et annoncé la création d'une direction de la formation dans la police nationale. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur offre une enveloppe de 50 millions de francs pour les policiers du mondial en compensation de la surcharge de travail. Un protocole d'accord a été finalement trouvé. Les réparations du pétrolier Var s'effectueront à Marseille, mais sous la maîtrise de la direction des chantiers navals de Toulon. Négociations signées entre les syndicats de l'Arsenal de Toulon et les représentants du ministère de la Défense. En Allemagne, dernier bilan de la catastrophe ferroviaire, 96 morts et plus d'une quarantaine de blessés. Les sauveteurs ont poursuivi leur travail toute la nuit passée. L'hypothèse de la rupture d'une garniture de roue semble la plus plausible, alors que le train à grande vitesse avait subi un contrôle technique la nuit avant l'accident. Olivier Galzi, Joseph Bachtik.
Par chance, cette voiture-là n'était pas bondée, c'était la voiture restaurant. Pour le reste, tout ce qui n'a pas pu être arraché au béton du pont, les gros engins de l'armée s'en chargeront. Aujourd'hui, 3 nouveaux corps ont été retrouvés, portant à 96 le nombre des victimes. Un peu plus loin, les wagons sont détruits, broyés, pour être emmenés comme pour oublier vite cette catastrophe, oublier ce qui peut l'être, car certaines images, elles, resteront dans la mémoire de ces hommes qui ont dû parfois soutenir l'insoutenable. Personne ici n'avait connu ce genre de situation auparavant. Alors parfois, les images des wagons détruits, des morts, tout cela revient et c'est très difficile. Les réactions sont très diverses. Certains sont si déboussolés qu'ils n'arrivent même plus à organiser leurs pensées. Ils n'arrivent même plus à faire des phrases entières. Que s'est-il passé exactement? Reconstitution. En tête, la locomotive poursuit son chemin. Derrière, les wagons se séparent, déraillent sur un aiguillage et vont s'encastrer dans le pont qui cédera sous le choc. L'aiguillage, le voici. Pourquoi le train n'a-t-il pas pu le passer? L'hypothèse la plus avancée aujourd'hui est celle de la rupture d'une roue du premier wagon. Des roues qui avaient pourtant été contrôlées la veille du départ du train. C'est ici à 300 mètres à peine de l'accident que le train aurait déraillé. Il est alors passé à 200 km/h et quelques secondes après, c'était la catastrophe. En attendant que l'enquête confirme ou infirme l'hypothèse de la roue rompue, les chemins de fer allemands ont décidé de retirer du service tous leurs trains à grande vitesse de première génération. Et puis à l'étranger, toujours ce conflit entre l'Érythrée et le Tchad, avec aujourd'hui les bombardements de la capitale de l'État éthiopien. La réponse a été immédiate, bombardement de l'aéroport d'Asmara. Les combats semblent s'intensifier et prendre de nouveaux fronts. Éric Meunier. Mort pour quelques kilomètres carrés de terres arides. On parlait d'accrochage. Dans ce conflit frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée, il faut désormais parler de guerre. Ces soldats sont éthiopiens, mais côté érythréen, les bombardements ont fait aussi des victimes, morts ou blessés. Aux échanges d'artillerie sur la frontière ou près du port érythréen d'Assab, ont succédé aujourd'hui des raids aériens sur la ville éthiopienne de Mekele, sur l'aéroport de la capitale érythréenne Asmara. Lors de ce dernier raid, un MiG-23 éthiopien a été abattu. L'escalade est bien difficile à analyser. Tout semblait rapprocher l'Éthiopie et l'Érythrée indépendantes depuis 1993. Une longue lutte des deux armées côte à côte contre le régime communiste du colonel Mengistu. La conversion de deux régimes marxistes à un certain libéralisme économique jusqu'à un ennemi commun, l'intégrisme musulman, symbolisé par le Soudan voisin. Les Américains avaient fait des deux régimes, dominés par des chrétiens, les piliers de leur nouvelle politique en Afrique de l'Est. Washington évacue ses ressortissants d'Érythrée sans pour autant ménager ses efforts pour arriver à un cessez-le-feu. Un plan en 4 points est prêt. Le Premier ministre éthiopien Meles Zenawi se dit prêt à l'accepter. De son côté, Asmara demande la poursuite de la médiation. Mais sur le terrain, c'est à une dangereuse surenchère nationaliste à laquelle on assiste. Au Kosovo, maintenant, les habitants fuient les combats. Hommes, femmes et enfants tentent de se réfugier au Monténégro. Par milliers, ils ont franchi la frontière ces derniers jours. Ils fuient les colonnes blindées serbes qui, d'après les témoignages, ouvrent le feu sur les habitants. Depuis le 29 mai, 52 Albanais ont été tués, 200 portés disparus. Tout à l'heure, Tony Blair a demandé un retour à la stabilité. Et puis la canicule en Inde, plus de 2300 morts, la vague de chaleur, la pire depuis un demi-siècle, a débuté il y a un mois. Les températures atteignent parfois les 50 degrés, notamment dans le nord. À Paris, dernier jour du colloque Eurocancer réunissant plusieurs milliers de spécialistes. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la qualité des soins. Une nouvelle loi, dans les semaines qui viennent, devrait rendre obligatoire la création de réseaux en cancérologie, une méthode qui ne se pratique pas encore partout en France, mais qui garantit la meilleure prise en charge des patients. Reportage Caroline Glorion, Yann Jiquel. Consultation de gastro-entérologie. Autour du chef de service, 3 spécialistes, un radiothérapeute, un chimiothérapeute et un chirurgien. Réunis cet après-midi en comité, ils étudient soigneusement le dossier d'un patient atteint d'un cancer.
Rien n'est laissé au hasard. Observation des radios, du scanner et des antécédents médicaux. Une longue discussion va suivre où chacun, selon sa spécialité, apporte son point de vue. Le traitement proposé sera le résultat de cette confrontation. Ça permet de ne pas passer à côté d'une possibilité de traitement que, même en ayant l'habitude, moi je n'avais même pas imaginé. Les maladies gagnent parce que y a l'apport de différentes opinions, mais nous, en confrontant nos opinions sur un cas déterminé, en discutant de ce qu'on pense de la situation, on s'enrichit mutuellement. Cette femme vient d'être opérée d'un cancer. Son histoire ressemble à celle de nombreux malades. L'annonce de la maladie, la nécessité d'opérer assénée par un seul chirurgien. La méfiance, le doute. Elle décide de prendre un autre avis. À l'Institut Gustave Roussy, elle passe par le fameux comité. Si on nous donne le temps de réflexion, c'est formidable de savoir qu'il n'y a pas qu'une seule décision, qui sont 5 à la prendre, et dans leur spécialisation chacun. Je crois qu'il y avait un anesthésiste, je ne sais plus, un généraliste, un cancérologue, enfin, je ne me souviens plus, un chirurgien ou deux. Ça vous a rassuré? Ah oui, énormément. Aujourd'hui, en cancérologie, les traitements ne cessent de progresser. Encore faut-il que les malades puissent en bénéficier. Seule une prise en charge pluridisciplinaire le permet. Mais en France, elle est encore loin d'être appliquée partout. Vous allez bientôt découvrir de nouvelles cabines téléphoniques dans les gares et les aéroports. Leur particularité, elles font appel au multimédia avec à disposition de nombreux services. Ainsi, à l'occasion du mondial, on pourra consulter sur un écran tous les résultats des matchs ou la météo à venir. Jean-Claude Alanic, Jean-Louis Bousser. À l'heure du multimédia, voici les toutes nouvelles cabines téléphoniques de France Télécom, à mi-chemin entre un Minitel et un ordinateur. En apparence, des cabines comme les autres, à cette image et ce détail près. Il y a un écran plus large et donc c'est digital. Enfin, ça a l'air des images qui défilent dessus. Sur l'écran, 4 services sont actuellement proposés. La réservation d'un taxi, la liste des hôtels et des restaurants du quartier et à l'occasion du mondial, 2 services spécial foot, la météo des villes qui accueillent des matchs et tous les derniers résultats pour les accros du foot. Plus tard, la gamme des services permettra même de se connecter sur Internet. Après la Coupe, nous élargirons les services disponibles, consultation bancaire, relève de courrier électronique sur un publiphone dans un lieu en déplacement et autres services d'actualité et d'information. 40 000 cabines seront installées en priorité dans les gares et les aéroports. Prix de la connexion au service entre 1 franc 63 et 4 francs débité sur votre télécarte. À 2 jours de la fête des mères, je vous propose cette enquête sur la vente des bijoux en or dans les grandes surfaces, à tous les prix et de toutes les qualités, y compris ciselés par les plus grands joailliers, le supermarché de l'or. Caroline Laudrin, Jean-Paul Pasteur. Qu'ils soient en or, en argent ou sertis de pierres précieuses, les bijoux ne sont plus l'apanage exclusif des grands. Ces bijoux vous font rêver? Ils sont en vente dans un hypermarché. Depuis 12 ans, avec son manège, Leclerc fait tourner la tête aux clients. Il est aujourd'hui premier bijoutier de France. Le pari était audacieux, désacraliser l'achat d'un bijou en or sans le dévaloriser. C'est par les contrôles qu'on a pu opérer qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus vigilant que n'importe quel autre professionnel pour qu'on ne puisse pas être pris en défaut. Et de ce fait-là, on a eu des contrôles très rigoureux, contrôles qui ont permis d'arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Je vois pas pourquoi je ferais une fixation sur une bijouterie traditionnelle alors que ici c'est pareil. Je suis persuadée que ce sont les mêmes fabricants. La centrale d'achat de Leclerc, un endroit plutôt discret, dans une zone industrielle, protégée comme une banque. 6 tonnes de bijoux transitent chaque année ici. Chaque pièce est vérifiée, pesée, chaque poinçon contrôlé. Ils ont ainsi découragé les fabricants indélicats. Dans le coffre-fort, 1500 références rangées comme des boutons dans une mercerie. Avec seulement 60 points de vente, Auchan et sa bijouterie arrivent en 2e position. Comme Leclerc, ces bijoux en or 18 carats sont exclusivement fabriqués en France. On y trouve des pièces à 35 francs, d'autres frôlent les 20 000.
Les vendeuses connaissent le travail de l'or. Elles ont aussi pour mission de vous faire oublier que vous achetez un bijou debout entre la lingerie et les luminaires. Comme j'ai beaucoup moins de moyens qu'avant, donc je viens faire un touriste. On achète plus en plus grande quantité, on arrive à avoir des prix d'achat plus bas et ce qu'on veut c'est faire aussi moins de marge par produit, ce qui fait qu'on arrive à vendre jusqu'à 50% moins cher que chez un détaillant. Pour vendre à prix réduit, les hypermarchés traitent directement avec le fabricant. Dans cet atelier, on crée des bijoux pour la place Vendôme, mais on fabrique aussi pour la grande distribution. Dans les deux cas, l'or et la technique de fabrication sont les mêmes. Par discrétion pour ses clients prestigieux, le fabricant préfère l'anonymat. Maintenant, de faire de la grande série, ça permet aussi de financer la création, parce que il faut bien ça pour financer la création. Si on faisait que de la création, on serait mort. Comme un pied de nez à toute la profession, le petit dernier, Tati, s'est installé à 2 pas de la place Vendôme. La technique de vente est rodée, on entre pour le bijou en or à 19,90 francs, on ressort avec en moyenne un achat de 200 francs. Plus on s'enfonce dans la boutique, plus les prix augmentent. On finirait presque par oublier qu'on est chez Tati. Quand on achète un produit, ou lorsque l'on fait faire un produit, immédiatement, notre obsession, c'est d'avoir le meilleur rapport qualité-prix en magasin. Et c'est la seule chose qui compte. Même si le marché du bijou en or a doublé en 10 ans, les Français achètent encore 2 fois moins de bijoux que les Italiens. Alors messieurs, à vous de jouer. On pouvait s'en douter, la vente des billets pour le mondial a suscité la convoitise de différentes agences qui ont installé un système de récupération de billets revendus à prix d'or. L'exemple à Londres de cette société qui a arnaqué 25 000 supporters. Hier, l'agence a été mise en liquidation. Laurent Boussier. J'ai payé 26 000 francs pour 6 tickets. J'ai acheté 4 billets pour 2 matchs, ce qui m'a coûté 6 000 francs. Marché noir, arnaque, la Coupe du Monde n'a pas encore commencé, mais elle a déjà ses perdants. Au moins 25 000 fans de foot anglais dupés par la Great Portland Entertainment, une société de vente officieuse qui avait réussi à récupérer 24 millions de francs en échange de promesses de vente de billets pour les matchs de l'équipe d'Angleterre et d'Écosse. Mais les billets ne sont jamais arrivés et les acheteurs ont fini par porter plainte auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce britannique. Quand les Français ont annoncé qu'ils invalideraient tout ticket vendu au marché noir, on a compris qu'on aurait un énorme problème. Il était clair que les acheteurs anglais ne pourraient plus assister au match. Perquisition, saisie de documents, mise sous scellé et enfin hier, liquidation de la société. Mais la majeure partie de l'argent ayant disparu, les supporters, dont certains avaient déjà leur chambre d'hôtel et leurs billets de train, risquent de ne jamais revoir leur argent. Ce sera probablement la seule société mise en liquidation judiciaire avant la Coupe du Monde. Mais ce n'est assurément pas la seule compagnie spécialisée dans la revente de tickets sur le marché noir. Depuis une dizaine d'années, Londres est devenue la plaque tournante mondiale de ce commerce illégal de billets. Bonjour. Depuis plusieurs mois, le gouvernement britannique avait mis en garde le public, les supporters, contre la multiplication de ces agences officieuses de vente de billets pour la Coupe du Monde. Mais frustrés par un nombre de places qu'ils trouvent trop limité, un grand nombre de ces fans de foot n'ont pas tenu compte de ces avertissements. Et puis en France, l'ex-patron du PSG, Francis Borrelli, a été condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis. Il était poursuivi pour le détournement de fonds du club. Roland Garros, avec l'énorme déception, Cédric Pioline, battu en 3-7 par l'Espagnol Corretja. En finale désormais, les Espagnols, si performants sur terre battue, seront forcément sur le podium. François Brabant, Alain Poirier. À force de victoires tirées par les cheveux, ça devait arriver. Aujourd'hui, Cédric Pioline a calé. Alex Corretja, l'Espagnol, n'a eu qu'à attendre son heure. Elle est venue assez vite. Malgré ses longs matchs en 5-7 disputés depuis le début du tournoi, Pioline tient à peu près le choc au début du match. Les jambes fonctionnent encore et le reste aussi. Mais ce premier set est long et au bout de 40 minutes, les premiers signes de fatigue se font sentir. Dès qu'il le peut, Corretja appuie là où ça fait mal, les jambes. Tranquillement, l'Espagnol empoche le premier set 6-3. Pioline bouge au ralenti, mais Pioline bouge encore.
stratégie, le Français se procure plusieurs occasions de prendre le service de son adversaire. Mais au moment de conclure, il manque toujours un petit quelque chose. Et à 2-7-0, ça sent franchement le roussi. Désormais, le jeu, c'est Correggia le chat et Pioline la souris. Un dernier effort pour un dernier geste de dépit, et c'est fini. La très belle quinzaine de Cédric Pioline se termine sur ces 3 petits sets. Alex Correggia contre Carlos Moya, ce sera dimanche, la finale des championnats d'Espagne à Roland-Garros. Départ demain de la 66e édition des 24 heures du Mans. Bataille fabuleuse entre plusieurs grands constructeurs, dont Mercedes, qui effectue son grand retour après plusieurs décennies d'absence. Laurent-Frédéric Bellet, Patrick Desmully. Le Mans et ses légendes. Au firmament du prestige, incontestablement, il y a l'étoile Mercedes. Mercedes et son organisation si rigoureuse, entre simulation et entraînement, rien n'est laissé au hasard. Il a pourtant fallu attendre 43 ans pour revoir officiellement Mercedes au Mans. La mort est passée. La Mercedes du malheureux Levègue se désintègre littéralement, criblant encore tout l'alentour d'éclats de magnésium. Durant près de 3 heures, les ambulances, les sauveteurs, les brancardiers transporteront les victimes vers les hôpitaux par les routes heureusement restées libres parce que la course continue. En 1955, Christophe Bouchu n'était pas né. Aujourd'hui, il pilote pour la firme de Stuttgart et c'est un honneur. 5 ans après avoir gagné le Mans pour Peugeot, il a quand même dû se plier aux règles de la maison. Pour préparer le Mans, Peugeot nous avait réservé un hôtel, tous les pilotes. Durant une semaine à Cannes, c'était très agréable, on n'avait rien à faire. Donc on a joué au golf, on s'est relaxé, c'était très agréable. Alors qu'avec Mercedes, c'est pas du tout ça. On a été conviés une semaine, oui, mais en Autriche, à monter la montagne et à faire 30 km de pudding, enfin vous voyez, ce genre de programme. Qui était sans doute un peu exagéré pour des pilotes déjà professionnels. Mais c'est le symbole en tout cas que Mercedes en Formule 1 comme au Mans met tous les moyens en œuvre pour triompher partout et tout le temps. Les autres écuries, honnêtement, commencent à s'inspirer de ce que nous faisons. Ils ont maintenant aussi des préparations physiques poussées, et c'est toujours la nôtre, la mieux étudiée. Mercedes qui a déjà signé la pole position, mais pour la suite, Le Mans n'a jamais aimé les histoires a priori déjà écrites. C'est confirmé, l'allemand Volkswagen reprend Rolls-Royce, ainsi en ont décidé les actionnaires, ils ont préféré Volkswagen à BMW. Cinéma, L'homme de pain d'épices, le dernier film de Robert Altman avec Kenneth Branagh sur les écrans cette semaine, adapté d'un polar du romancier américain John Grisham, un film à suspense. Pascal Deschamps, Jean-Jacques Le Garrec. Après Francis Ford Coppola et quelques autres, le grand Bob Altman succombe à la mode Grisham. Il a craqué pour un vieux script de l'ancien avocat, devenu l'auteur de polar le plus réputé et le plus riche du moment. Un script écrit et acheté par le producteur avant même qu'il devienne célèbre. Voici donc une nouvelle histoire de prétoire. Kenneth Branagh joue un jeune avocat aux dents longues, mêlé à une sordide histoire de famille, lorsqu'une jeune femme vient lui demander de la protéger des excès d'un père à moitié dingue. Je crois que dans votre propre intérêt et dans celui des personnes concernées, il convient de vous faire hospitaliser au Georgia Regional à Savannah pour examen psychiatrique. Et j'ordonne donc que vous y soyez admis dans ce but. Allons-y, monsieur Doss. Le principal intérêt pour moi, c'était de jouer avec un héros déboussolé. Je ne peux pas dévoiler l'intrigue, mais c'est lui qui se retrouve dans la ligne de mire jusqu'au dénouement final où quelqu'un d'autre trinque. Bref, ce n'est pas un héros à la Harrison Ford. Car Robert Altman a pris un malin plaisir à nous balader dans cette intrigue échevelée, pleine de rebondissements. Le piège se referme sur le spectateur comme sur le héros, qui découvre un peu tard que les apparences sont trompeuses. Oui, on reparlera de ça quand les flics auront pincé Doss et envoyé ce salopard en tôle.
Il ne s'agit pas de moi pour l'instant, il s'agit de mes petits, et je suis prêt à tout pour empêcher qu'on leur fasse du mal. Alors maintenant, mets-toi en route! On gamberge pas mal parce que ce type, on ne l'aime pas et en même temps on s'y attache parce qu'il est prisonnier d'une intrigue démoniaque, qu'il se retrouve en danger de mort, lui et aussi ses enfants, parce qu'il finit par être accusé de meurtre. Alors on finit par éprouver de la sympathie. En fait, il y a une forte charge émotionnelle dans tout ça. Une interprétation sans esbrouf, une réalisation hors pair et une photographie subtile font de ce thriller de fin de printemps un divertissement de qualité. Les chants corses Imuvrini ce soir à Bercy et demain. Ce groupe traditionnel existe depuis 20 ans. Caroline Laudrin et Christophe Vignal sont allés à Bastia et dans leur village assister aux répétitions. Leur vrai nom, c'est Bernardini, mais on ne les appelle plus que les mouflons, Imuvrini. Ils chantent depuis qu'ils sont tout petits, au départ des chants corses polyphoniques avec leur père dans les églises. Aujourd'hui, une musique plus instrumentale, aux accents tantôt celtes, tantôt africains, mais sans jamais renier les chants de leur enfance. Je ne crois pas qu'on soit véritablement un groupe polyphonique dans le sens où la polyphonie, elle est notre blues, elle est notre musique maternelle, elle est la source, mais on a d'autres ports. Et on la porte avec nous, on a à la fois le respect et puis on lui est infidèle quelquefois. Chaque Corse a un père, une mère et un village. Celui des Bernardini est à 300 mètres d'altitude au-dessus de la plaine orientale. Ils ne sont plus qu'une cinquantaine à y vivre toute l'année. Chaque fois que les Mouvrini remontent au village, c'est l'occasion de venir discuter sur la place. Mais tout célèbres qu'ils sont, ils redeviennent les enfants Bernardini. Oui, voilà. Si vous entendiez les voix du père et des oncles, oh là là, moi je dis toujours, s'ils avaient cette voix-là, les enfants, ils sont loin d'avoir la voix quand même du papa. C'est la vérité, Jean-François. Allez, par moment, toi, il me semble entendre ton père, Jules. Tu as des intonations de ton père. Maintenant, pas au début, hein. Impossible de passer au village sans s'arrêter chez Michel, au café de la Treille. Elle a grandi avec les Bernardini. Son père chantait avec leur père. Aujourd'hui, pour tout patrimoine, il leur reste les souvenirs et un enregistrement de leurs chants qu'ils écoutent avec nostalgie. C'est une musique qui est au centre de la tradition de ce pays, et là où les hommes n'avaient pas d'autres arguments pour dire ce qu'était leur âme, ils la disaient en chanson. On est fiers des Mouvrini quand même. Surtout moi, lorsque je vais à Borgo, à Moriani, de partout, je dis je suis le village des Mouvrini. Voilà. Il traverse les frontières avec pour mission de faire vibrer les cœurs. Hier, il chantait avec Florent Pagny, Véronique Sanson. Aujourd'hui, avec l'anglais Sting. Au village, on dit que les enfants Bernardini ont bien réussi. Avant la fin de ce journal, cette information qui concerne France 2, la démission d'Albert Duroy, directeur général adjoint chargé de la rédaction de France 2. C'est le président de France Télévisions, Xavier Gouillou-Beauchamp, qui a informé ce matin les journalistes de la chaîne de la décision d'Albert Duroy de se voir remplacé à la tête de la rédaction de France 2. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Dernier match de préparation de l'équipe de France avant le mondial. L'équipe choisie par Aimé Jacquet ne semble pas performante, même si les Bleus ont gagné 1-0 face à la Finlande. Trafic SNCF est également perturbé aujourd'hui par la grève des contrôleurs. En province, les lignes régionales et nationales ont été pénalisées. Le trafic devrait être encore perturbé demain, notamment dans la région du Sud-Est. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. Demain à 7h dans Théo Café, Catherine Sellac reçoit Jean-Claude Darmon. Je vous remercie de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Excellente fin de soirée sur France 2. Ce soir, sous le soleil de